Pour comprendre l'histoire de ces îles, nous devons regarder bien au-delà de tout document écrit. Pendant plusieurs milliers d'années, la Grande-Bretagne fut une péninsule nord de l'Europe, un vaste terrain de chasse aujourd'hui submergé par la mer. De petites bandes suivaient les cerfs géants et les mammouths, leur vie rythmée par l'avancée et la fonte lente des glaces. Ils ont laissé des murmures, des outils en silex, des cendres de feu et les os des animaux qui les nourrissaient. Alors que les glaciers fondaient, les mers montaient et la Grande Plaine fut inondée. Il y a environ 8000 ans, la Grande-Bretagne devint une île. Les hommes défrichèrent les forêts, plantèrent du blé et de l'orge et domestiquèrent les animaux. La vie sédentaire s'enracina et les communautés prospérèrent. Ils érigèrent des mégalithes alignés sur le soleil et les étoiles. Stonehenge demeure un témoignage silencieux de croyances, de mémoire et de temps. Du continent vinrent les Celtes, maîtres du fer, qui construisirent des oppidas, racontèrent de braves histoires au coin du feu et régnèrent par l'intermédiaire de chefs guerriers. La Grande-Bretagne devint une mosaïque de tribus et de rivalités, commerçant avec la Gaule, ignorant qu'une formidable puissance observait de l'autre côté de la mer. Jules César sonda le rivage. La véritable tempête viendrait avec les empereurs et les légions. L'île était sur le point de changer à jamais. En 43, après JC, l'empereur Claude envoya 4 légions conquérir. Un acte d'ambition qui transforma la terre. Des routes traversèrent les collines. Londinium surgit des marais et du bois, destiné à devenir Londres. La résistance brûla le plus fort chez Boadicée, dont l'armée rasa des villes romaines avant que les légions n'écrasent sa révolte. La paix imposée apporta monnaie, bains, amphithéâtres. Les Bretons portèrent des toges, commerçaient en latin et vivaient dans des villas chauffées. Pour tenir le nord, Rome traça une ligne dure, le mur d'Adrien, une frontière de pierre entre l'ordre et l'indompté. Les anciens dieux déclinaient à mesure que le christianisme se répandait. L'île devint un champ de bataille de la foi à mesure que l'Empire se convertissait. Au IVe et Ve siècle, les crises s'accumulèrent, les légions furent rappelées, et Rome dit à la Grande-Bretagne « Vous êtes seuls ». Les routes s'effondrèrent, les villes se vidèrent, et la pierre s'émietta. L'ordre impérial s'estompa dans le vent froid et la ruine. N'étant plus une province, la Grande-Bretagne se retrouva exposée, son avenir plus sombre et indéfini. Par-delà les eaux grises, de nouveaux peuples se préparaient à traverser, attirés par la terre, la chance et la promesse du pouvoir. Angles, Saxons et Jutes vinrent d'abord en tant que pillards, puis en tant que colons, repoussant les Bretons vers l'ouest, dans les collines et sur les côtes escarpées. La vie s'organisait autour du village et de la grande salle. Les paysans aux champs, les guerriers aux murs de boucliers, la société liée par des serments. Le christianisme survécut à l'ouest. Les missionnaires revinrent à l'est, fondant des monastères qui préservèrent de l'apprentissage et l'art. Sur des pages dorées, les moines créèrent beauté et mémoire, au milieu d'un monde de périls. En 793, des dracars attaquèrent Lindisfarne. La peur se répandit alors que les côtes brûlaient et que les fleuves portèrent la guerre à l'intérieur des terres. Les raids se transformèrent en conquêtes. Les royaumes tombèrent un par un jusqu'à ce que le Wessex tienne bon. Alfred lutta, gagna et négocia. Une paix qui créa le Danelaw et traça une ligne à travers l'Angleterre. Loïs, mots et familles s'entremêlèrent. Les cultures se fondirent en une nouvelle identité insulaire. Harold Godwinson écrasa la Norvège à Stamford Bridge, une victoire qui ouvrit la porte à un ennemi plus redoutable. Guillaume de Normandie avait débarqué. L'île était à nouveau au bord de la transformation. À Hastings, Harold tomba et Guillaume prit la couronne. Une élite francophone s'empara de l'Angleterre. Des châteaux s'élevèrent. Les liens féodaux lièrent la terre au seigneur et le seigneur au roi, le pouvoir fait de pierre. Pendant des siècles, le français régna à la cour, tandis que les roturiers parlaient le vieil anglais. De leur rencontre naquit le moyen anglais. Les rois se bâtirent en France et à leurs frontières. Les villes grandirent à l'ombre des campagnes. En 1348, la peste frappa. Un tiers ou plus périt, riches et pauvres confondus. La main-d'œuvre étant rare, les paysans réclamèrent salaires et liberté. L'ordre ancien se fissura. La révolte fut écrasée, ses chefs tués, mais l'idée des droits communs s'enracina. Puis les nobles se retournèrent les uns contre les autres, 30 ans de trahison et de sang dans les guerres des Roses. En 1485, Henri Tudor triompha. Les Plantagenets tombèrent et une nouvelle dynastie commença. Les roses rouges et blanches unies en une seule, la paix promise, le changement inévitable. Henri VII rétablit la stabilité.
Son fils, Henri VIII, allait remodeler l'église et la couronne. Pour assurer un héritier, Henri rompit avec Rome, se fit chef de l'église et s'empara des richesses monastiques. Édouard poussa au changement protestant. Marie chercha à l'inverser. Ses bûchers lui valurent le nom de Marie, la sanglante. Élisabeth forgea une voie médiane, stabilisa le royaume et présida un âge d'or. La victoire navale stimula la fierté, tandis que les mots de Shakespeare enrichissaient une langue renaissante. Élisabeth étant sans enfant, les couronnes s'unirent sous les Stuarts, union de monarques, pas encore d'État. Guy Fawkes échoua à faire sauter le roi et le parlement, mais des conflits plus profonds couvaient. Charles Ier revendiqua le droit divin. La guerre divisa les familles, le parlement l'emporta, et un roi fut jugé et exécuté. La République se montra austère et impopulaire. Après Cromwell, la couronne revint avec Charles II, changée à jamais. Les anciens absolus avaient disparu. Le monarque ne pouvait plus régner sans le Parlement. La voie vers un régime constitutionnel était tracée. En 1707, l'Angleterre et l'Écosse formèrent le royaume de Grande-Bretagne, prêt pour la transformation. La vapeur attela le charbon, les machines filèrent le tissu, les rails unirent la nation. La Grande-Bretagne devint l'atelier du monde. Au XIXe siècle, l'Empire s'étendait sur les continents. Richesse et fierté assombrie par la conquête et l'exploitation. 2 guerres mondiales coûtèrent cher en vie et en trésors. La Grande-Bretagne endura, mais sa suprématie prit fin. Après 1945, les colonies réclamèrent leur liberté. L'Empire se dissolut en un Commonwealth de nations. Au pays, l'État-providence s'éleva. La gratuité des soins de santé pour tous devint un pilier de la Grande-Bretagne moderne. La Grande-Bretagne rejoignit l'Europe pour la prospérité. Pourtant, la question de l'Europe alimenta des débats pendant des décennies. Le vote pour le départ divisa l'opinion et remodela la politique. Une nouvelle relation avec le monde devait être forgée. Un krach financier et une pandémie mirent à l'épreuve la résilience. Après 70 ans, le décès de la reine Élisabeth II marqua la fin d'une ère. Diverse et créative, mais incertaine de sa voie, le Royaume-Uni se trouve à un carrefour. L'histoire, comme toujours, continue.